Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à suivre en direct et en simultané cette émission sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. C'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs d'ici et d'ailleurs. Alors, comme je l'ai dit, c'est un rendez-vous que vous pouvez également suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scaledou Drago, président de cette instance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bourma, Geoffroy Vaha. Bonjour, président Drago. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, Jouma. Bonjour, président. Bonjour, éditeurs et téléspectateurs. Que dit le décret portant organisation de l'enseignement supérieur au Burkina Faso? Ce qui est certain, son application sur le terrain constitue une pomme de discorde entre la fêtière des institutions privées d'enseignement supérieur et le secrétaire général de son ministère de tutelle. Le sujet enrôlé à la présente convocation et à la barre ce matin, nous avons Dr Désiré Nakoulma. Il est le président de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque. Monsieur Nakoulma, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, messieurs les juges. Bonjour. Merci de m'avoir convoqué. L'audition avec les juges, c'est après les avant-propos. Vous avez la parole. On commence avec vous, juge Bourma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Alors, ce qui retient notre attention, c'est comme il fallait s'y attendre. Les choix qui divisent pour ceux qui doivent siéger au niveau de l'Assemblée législative de la transition, l'ALT, dans les rangs des partis politiques. Nous avons suivi ce matin d'ailleurs le reportage de certains qui dénoncent, qui disent que l'ancien Premier ministre, M. Tiao, n'est pas qualifié pour les représenter, qui disent qu'ils ont été la PMP, ont claqué la porte bien avant l'heure pour pouvoir effectivement dire que ça ne va pas. Donc, sont étonnés que le choix soit fait de façon injuste. Injuste, c'est leur mot, et donc dénoncent ce choix-là. Donc, on ne pourra pas dans des choix faire d'unanimité, ce n'est pas possible. Maintenant, les partis et formations politiques sont ce qu'ils sont. Donc, le repositionnement, c'est en fonction de comment est-ce que je me repositionne pour gagner. Donc, ce n'est pas parfois des choix de raison, ce n'est pas parfois des choix de conviction, encore moins des choix qui reflètent réellement ce qu'on prétend représenter. Ce sont des choix qui représentent d'abord les choix et les ambitions de ceux qui font ces choix-là. C'est, comme l'a dit Kadhafi dans son livre vert, la démocratie représentative est un leurre. Kadhafi ne croyait pas et il a très bien développé dans le livre vert. En résumé, il dit, quand vous choisissez quelqu'un pour vous représenter, la personne se représente d'abord elle-même avant de vous représenter. Elle représente ses intérêts, voit d'abord ce qu'elle peut gagner avant de penser à qu'est-ce que vous pouvez gagner. Et pour ça, il n'est pas d'accord. C'est sa théorie. Et sur bien des aspects, on pourrait lui concéder effectivement d'avoir raison sur certains aspects. Et le cas burkinabé, effectivement, est un cas patent d'une telle situation. Alors, donc, j'ai dit, on ne pourra pas aussi avoir des choix qui fassent l'unanimité. Et c'était prévisible qu'au niveau du choix de l'ALT, ça va diviser. Et ce n'est pas la première fois qu'on entendra parler. Au niveau des régions, ça va venir. Au niveau des autres entités également, ça va venir. Quand on regarde le nombre de personnes à choisir par entité, naturellement, les critères de choix, ça va fâcher. Puis à un moment donné, mais comme en 2014-2015, on l'a vécu, des mouvements des partis politiques se sont divisés, des mouvements de la société civile se sont divisés également en 2014-2015, après les choix qui ne reflétaient pas la volonté de certains parce que ne se sentant pas pris en compte. Donc, on est effectivement dans une telle situation. Je dis bien, c'est pas étonnant. L'autre aspect, c'est d'ailleurs certains qui ne veulent pas qu'on affiche leur proximité supposée et ou avérée avec le MPP, ou quand vous évoquez cela, ça fâche, ça énerve, mais aussi c'est un fait. Si certains ministres du président Kaboré ne se sont pas gênés de pouvoir revenir dans un gouvernement, parce que pour eux, il faut réfléchir nation, il y a un Burkina à bâtir et ils ont toujours leur pierre à apporter et que les autorités leur ont fait confiance. Alors, ce n'est pas ceux qui ont été dans des mouvements qui ont été appelés, que certains ne veulent pas qu'on cite ou dise qu'effectivement, il y a eu cela, il y a eu cela. Non. Il faut assumer ses choix. Et quand on est dans des structures, c'est comme ça. On ne peut pas
on ne peut pas faire fi. C'est aussi ça se passer là. Mais c'est d'accepter qu'on assume une responsabilité. Et quand on devient un personnage public, il y a aussi un combat contre le public égal. Un personnage public, il y a un combat contre le public et contre soi-même aussi qu'il faut accepter mener. C'est ça le choix. Donc, du courage à tous les Burkinabés. Et puis, n'oublions pas qu'on a un seul pays à préserver. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, Président. Mon avant-propos va concerner le Mali. On a cette information de ce que le ministre de la Défense et, je pense, le chef d'état-major de l'armée de l'air malienne se sont rendus en Russie. Et je pense que même jusqu'à hier, ils y étaient. Je pense que depuis le 6, en gros, ils sont en Russie. Et beaucoup de commentaires sont faits dans une partie de l'opinion, se disant que dans le clivage qu'on a aujourd'hui avec l'invasion en Ukraine et sans tous azimuts concernant la Russie et tout, aller là-bas aujourd'hui, ce n'est pas forcément le moment et tout. Moi, je me pose la question de savoir si les gens connaissent la réalité malienne ou bien connaissent les turpitudes et ce que sont les priorités pour les Maliens aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, c'est Mondolo comme on l'appelle, non? Là où il y a eu l'attaque du GSIM qui a été d'ailleurs revendiquée parce qu'ils ont même fait des vidéos, une fois n'est pas coutume, en Bambara et en Dogon pour parler de cette attaque-là. Donc ils sont aussi dans une guerre communicationnelle très forte. Il y a eu quand même 27 soldats qui sont tombés, 27 soldats maliens. On parlait de blessés graves et tout. Et même quand on voit un peu dans la communication que le GSIM qui a revendiqué cette attaque-là en train de mettre en branle, elle met en doute le bilan qui est fait, notamment par l'armée malienne qui parle de 70 terroristes en face qui ont été tués et tout. Donc c'est ça la réalité malienne aujourd'hui. Les autorités maliennes cherchent la solution à leurs problèmes. Ce qui se passe en Ukraine, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas sensibles à ça ou quoi que ce soit, ou bien le problème entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas leur souci, mais il y a un souci qui est premier. Il est celui de sécuriser le Mali. Et s'ils y sont, c'est parce qu'ils ont des contrats militaires avec ce pays-là. Ils ont des avions. Si c'est quelqu'un de l'armée de l'air qui y est, c'est bien parce que il y a des avions russes qui ont été livrés au Mali. Et on sait comment ça se passe. On a eu, il n'y a pas si longtemps, un point fait par un représentant onusien qui était en mission au Mali sur la question Wagner. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas d'éléments de Wagner là-bas, mais il dit qu'il n'en a pas vu. Mais il est clair qu'il y a des coopérants russes qui sont sur le terrain, mais quand vous vendez des armes, c'est connu, hein, même le Conseil de sécurité de l'ONU le reconnaît, vous les vendez sous la condition que vous emmenez des formateurs sur l'utilisation de ces armes-là. Et c'est normal qu'on retrouve forcément on retrouve des militaires russes sur le sol malien. Et puis le Mali, pour ceux qui savent, il y a une longue coopération historique avec la Russie. Et à des moments donnés où ça a connu une proximité des plus fortes. Donc ça, c'est une réalité. Je pense qu'il y a des Maliens qui sont recentrés sur leur réalité, qui sont recentrés sur les problèmes qui les concernent. La Russie, l'Ukraine, c'est bien beau. L'Union européenne, les États-Unis, tout le monde s'en offusque. C'est bien beau. Il ne s'agit pas ici de s'aligner derrière de quelconques intérêts. Le premier intérêt qui vaille pour le Malien, c'est l'intérêt du Malien. Et moi, je comprends fortement cette mission-là. Merci, monsieur les juges, pour en tout cas ces avant-propos. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe technique de cette émission, le tribunal de l'actualité, aussi bien à la télé qu'à la radio. Docteur Désiré Nakoulman, président de l'UNEPL, entendez par là l'Union nationale des établissements privés laïcs, est notre convoqué du jour, une fois de plus. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour, merci. Avec vous, on va parler des sanctions infligées, en tout cas aux institutions privées d'enseignement supérieur par le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Déjà, avant de revenir sur ce fait-là, sur cette pomme de discorde, est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure qui quand même a 40 ans, plus de 40 ans d'existence? Effectivement, l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque, UNEPL, c'est la structure faîtière des établissements d'enseignement privé non confessionnels du Burkina Faso. C'est une structure qui a été créée en 1972 et a été officiellement reconnue en 1975. Et aujourd'hui, l'UNEPL compte 1300 établissements privés repartis dans les 13 régions du Burkina. Et ces établissements sont des établissements du préscolaire, du primaire, du post-primaire, du secondaire général, du secondaire technique, de l'enseignement professionnel et de l'enseignement supérieur. Au jour d'aujourd'hui, vous revendiquez combien de membres?
1300. 1300 membres. Effectivement. Ok. Monsieur les juges, question de généralité. 1300 membres, question de généralité, c'est de demander comment est-ce que ça fonctionne. Parce que 1300 membres qui sont dans des domaines différents, comment est-ce que ça fonctionne? L'UNEPEL a des instances. Nous avons d'abord le congrès qui se réunit 3 fois par an, qui est l'instance suprême et qui réunit l'ensemble des fondateurs membres de l'UNEPEL. Et nous avons un conseil d'administration, nous avons le bureau exécutif national et dans chaque région nous avons une coordination régionale qui est gérée par un coordonnateur régional. Au niveau du bureau exécutif national, nous avons des commissaires pour chaque degré d'enseignement. Nous avons un commissaire chargé de l'enseignement supérieur, un commissaire chargé de l'enseignement primaire, post-primaire, et de l'enseignement primaire, de l'enseignement post-primaire et secondaire, et de l'enseignement technique, de l'enseignement préscolaire. Voilà, chaque degré d'enseignement a son commissaire. Juge va. Bon, je n'aurai pas de question de généralité. Qu'on rentre dans le vif du sujet. D'accord. Alors, je l'ai dit en début d'émission, aujourd'hui, l'interprétation du décret portant organisation de l'enseignement supérieur, en tout cas, pose problème. Aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes grilles de lecture que le secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Alors, le ministère vous demande, en tant qu'institution de formation dans le domaine du supérieur, de faire un choix, un seul choix dans le domaine d'enseignement. C'est quoi le souci? Qu'est-ce que la loi dit exactement? Pourquoi vous estimez qu'il y a contradiction? Alors, le décret de 2018 portant organisation de l'enseignement supérieur dit que les institutions d'enseignement supérieur et les grandes écoles sont des établissements spécialisés dans des domaines et des filières particulières. C'est au pluriel. Et ce décret date de 2018, du 31 décembre 2018. En 2020, le ministère a relu le cahier des charges des institutions privées d'enseignement supérieur, qui est un arrêté en juillet 2020. Et dans cet arrêté, le ministère a inséré un article qui dit que les instituts et les grandes écoles sont des établissements exerçant dans un seul domaine. Le décret disait parlait de domaine au pluriel. Et dans le cahier des charges, ça a été ramené à un seul domaine. Et ça, c'est en juillet 2020. Et plus précisément, donc le 7 juillet 2020. Et à partir d'octobre 2020, le ministère nous a envoyé un courrier pour exiger qu'à partir de la rentrée suivante, c'est-à-dire en octobre 2021, chaque IPS se cantonne à un seul domaine. Alors que nous avons des IPS qui existent depuis 1999, les premiers IPS même datent de 1992. Et ces IPS-là ont obtenu en bonne et due forme des autorisations du ministère, signées par le ministre, dans plusieurs domaines, et ont fait des investissements, parfois sur des crédits bancaires, ont ouvert des filières qui fonctionnent et ont des étudiants. Et on nous demande, à partir de la rentrée suivante, d'avoir un seul domaine, ce qui veut dire que l'ensemble des autres domaines, on ne sait pas ce qu'il faut en faire. Mais nous n'avons plus le droit de recruter dans ces domaines-là. Bon, nous avons fait remarquer au ministère que déjà, entre l'arrêté portant cahier des charges et le décret, il n'y a pas de cohérence. Parce que le décret était au pluriel et l'arrêté est au singulier. Alors que le décret est une norme juridique supérieure. Nous avons fait remarquer aussi que l'application est rétroactive. La loi, en principe, dispose pour l'avenir. Mais quand vous avez des IPS qui fonctionnent depuis une vingtaine d'années sur des filières qui marchent avec des étudiants, et on vous donne une année pour tout fermer, cela pose problème. Comme je le disais, certaines IPS ont contracté des crédits bancaires et doivent les rembourser. Certaines IPS ont fait des investissements, ont recruté du personnel. Et on ne peut pas se permettre de licencier, par exemple, le personnel, parce que nous devons respecter aussi le code du travail. C'est pour cela que nous avons demandé au ministère une période de transition pour qu'on puisse s'ajuster. Pour nous d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait légal, mais comme le ministère insiste, nous avons dit qu'il faut une période transitoire pour s'ajuster. Et nous n'avons pas reçu de suite
à cette période transitoire. Nous avons reçu une lettre qui dit qu'en attendant que le ministère réfléchisse sur la période transitoire qui nous sera accordée, il faut commencer à appliquer les textes. Ça veut dire qu'il faut appliquer les textes en attendant qu'on vous dise, qu'on vous donne par exemple 5 ans pour commencer à les appliquer. Ça n'a pas de sens. Et nous disons que même le cahier des charges qui dit qu'il faut se cantonner à un seul domaine, ce même cahier des charges qui date du 7 juillet 2020 donne 2 ans aux instituts privés pour s'y conformer. Et 2 ans à partir du 7 juillet 2020, c'est le 6 juillet 2022. Nous ne sommes pas encore au 6 juillet 2022. Mais les sanctions ont commencé à tomber en juillet 2021. Pendant même la période transitoire pour s'ajuster, donnée par le cahier des charges. D'accord. Alors aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est les textes ou bien c'est le temps d'adaptation? Vous estimez qu'il n'y a pas assez de temps pour vous conformer ou bien vous remettez en cause même le texte parce que vous avez soulevé ce que vous avez appelé des contradictions? Oui, le texte même pose problème. Nous voulons qu'on s'assoie, qu'on regarde le texte. Si le texte exige effectivement qu'on le fasse, nous ne sommes pas dehors la loi, nous allons nous y conformer. Mais pour cela, il faut une période transitoire. Il faut qu'on puisse s'accorder sur comment faire. Parce que même les institutions qui ont essayé de s'y conformer se sont heurtées à un problème technique avec le ministère. Parce que si vous avez par exemple 3 filières dans un institut, enfin des filières dans 3 domaines, dans un institut, la solution c'est quoi? C'est soit vous fermez 2 filières, et enfin 2 domaines, et vous ne laissez qu'un seul domaine, ou bien vous créez 2 autres instituts, et vous aurez maintenant 3 instituts, chaque institut pour un domaine, où vous vous transformez en université. Il y a des IPS qui ont essayé de se transformer en université, qui ont demandé l'autorisation et n'ont pas encore reçu de réponse. Mais au-delà même de l'autorisation du ministère, vous savez que pour passer d'un institut à une université, il faut faire des investissements. Il faut construire par exemple un amphithéâtre d'au moins 200 places. Il faut construire un restaurant universitaire, il faut un centre de recherche, il faut des laboratoires. Et cela, on ne peut pas le faire en une année. Et c'est pour cela que nous avons parlé de période transitoire. Donc, et en plus, le ministère a pris un autre texte qui dit que les enseignants des universités publiques, s'ils veulent occuper des fonctions dans les institutions privées, ils doivent démissionner tout simplement, c'est-à-dire qu'on doit couper leur salaire et arrêter leur carrière pour qu'ils puissent occuper des fonctions. Si vous voulez créer une université, le cahier des charges dit que vous devez avoir un président ou un recteur qui est un enseignant de rang A, par exemple. Vous devez avoir des vice-recteurs ou vice-présidents, des enseignants de rang B. Ces enseignants-là sont dans le public. Ce qui se passe actuellement avec les universités existantes, c'est qu'il y a eu un contrat entre ces institutions et ces universités privées et les enseignants en question pour qu'ils interviennent mais en restant dans le public. Mais maintenant, le ministère a interdit cela. Ça veut dire que même si vous voulez créer l'université, vous êtes de bonne foi, vous ne pouvez pas trouver les enseignants de rang A ou de rang B pour pouvoir remplir les conditions. Donc on est bloqué à ce niveau. Si vous voulez créer 2 autres IPS, pour revenir à l'exemple que j'ai donné, vous avez déjà des diplômes qui ont été obtenus sous le label de la première IPS. Ces diplômes-là sont déjà reconnus par le CAMES. Quand vous créez des nouvelles IPS et vous voulez les transférer, on ne peut pas les transférer avec l'ancien nom. Alors que les nouveaux noms, c'est considéré comme de nouvelles créations, ce n'est pas reconnu par le CAMES. Nous avons posé le problème au ministère et le ministère a dit qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de solution par rapport à cela. Donc, il y a des conditions préalables qui nécessitent qu'on s'assoie, qu'on regarde ce que l'on veut faire. Même à supposer que l'interprétation du texte du ministère est juste. D'accord. Juge Bouma. Alors, maintenant, sur on vous demande, si j'ai bien compris, de vous spécialiser. C'est ça. Alors, est-ce que ça pose déjà un problème? Ça ne poserait pas de problème si ce n'était pas rétroactif. Okay. Nous avons déjà, comme je l'ai dit, contracté des crédits, fait des investissements, parce que nous avons reçu une autorisation officielle par arrêté signé du ministre. Et nous devons rembourser
ces crédits. Et nous avons du personnel que nous ne pouvons pas licencier. Si on nous l'applique de façon rétroactive, ça pose forcément un problème. Et même au-delà, quand vous avez une IPS qui est dans 2 domaines, parfois il y a un domaine qui fait 60%, l'autre fait 40%. Quand vous supprimez un des domaines, même à supposer que vous supprimiez le domaine qui fait 40%, ça fait 40% de votre chiffre d'affaires. Alors que vous avez du personnel. Comment vous allez faire pour supporter vos charges? Ça pose problème. Ça nécessite qu'on s'assoie, qu'on regarde ensemble ce qui peut être fait. Si le ministère insiste sur son interprétation, il faut qu'on regarde quand même les conditions pour que nous puissions nous ajuster. Alors, mais est-ce que dans le texte qui vous a été soumis, vous parlez de période transitoire? Est-ce que cette période transitoire prend combien de temps pour vous permettre de faire les choix et de vous ajuster? Parce que ce que vous dites est vrai, vous avez plusieurs filières, vous avez fait les investissements en fonction des filières, recruter le personnel d'enseignement en fonction des filières. Si on vous dit d'arrêter de vous spécialiser, effectivement, il y a des gens qu'il faut laisser sur le carreau. Est-ce qu'il y a un temps qui vous est donné pour cette réorganisation? Comme je l'ai dit, quand nous avons reçu les premières sanctions, nous avons interpellé le ministère et nous n'avons pas eu de suite. Nous n'avons pas eu de suite. La seule réponse que nous avons eue, c'était le 21 janvier passé, 2022, où nous avons eu une rencontre avec le ministre de l'époque. Et le ministre a dit qu'on va s'asseoir et on va regarder ensemble. Alors, à notre grande surprise, après les événements des 23 et 24 janvier, c'est-à-dire 3 jours plus tard, le gouvernement a été dissous et les SG ont été chargés de l'expédition des affaires courantes. Et nous avons reçu des sanctions lourdes de M. le SG. Voilà. Quelles sont ces sanctions? Bon, alors, je vais citer quelques sanctions. Il y a d'abord des sanctions pécuniaires qui vont de 1 600 000 à 4 800 000. Excusez-moi. Il y a le fait que vous ne pouvez plus faire de publicité, vous ne pouvez plus obtenir le visa du ministère pour pouvoir faire la publicité. Donc ça vous bloque. Vous ne pouvez plus faire d'extension de filière, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ouvrir de nouvelles filières. Vous ne pouvez pas ouvrir un nouveau site. Et bien sûr, il y a toujours cette exigence de fermer qui est là. Alors, vous voyez que ça fait quand même un problème. Même si l'interprétation du ministère était juste, même si on s'en tient au cahier des charges, parce que c'est le cahier des charges qui prévoit les sanctions. Le décret que le ministère cite ne prévoit pas de sanctions. Le décret ne prévoit pas de sanctions. C'est le cahier des charges qui prévoit des sanctions. Mais le cahier des charges a cité la liste des sanctions. Il y a l'avertissement, il y a le blâme, ça peut aller jusqu'à la suspension de la filière de formation incriminée, ça peut aller jusqu'au retrait de l'autorisation de l'établissement graduellement. Mais nous n'avons rien reçu. Il y a les sanctions financières. Mais ce n'est pas ces sanctions-là qui ont été appliquées. Ce qui a été appliqué, c'est bien sûr les sanctions financières, mais même ça, je rappelle que le cahier des charges donne 2 ans pour s'ajuster jusqu'au 22 et jusqu'au 6 juillet 2022, et nous n'y sommes pas encore. Il y a les sanctions financières, mais surtout ces sanctions que je viens de citer là, l'interdiction de faire de la publicité, l'interdiction de faire, de lancer de nouvelles filières, d'avoir un nouveau site, ça c'est très lourd. Et je rappelle que le ministère nous inflige des sanctions financières alors que le ministère affecte des étudiants dans les filières incriminées. Actuellement. Et le ministère nous doit de l'argent. Il y a des arriérés de scolarité pour les étudiants affectés et sans oublier bien sûr les arriérés pour les élèves affectés dans le post-primaire et dans le secondaire. Nous sommes à environ 2,5 milliards que l'État nous doit aujourd'hui. Et au lieu de s'intéresser à ça, on nous demande de payer des pénalités financières. Mais pourquoi vos tirs sont groupés sur le secrétaire général? Oui, parce que comme je le disais, et avec le ministre, quand nous avons eu la rencontre le 21 janvier, il était question de s'asseoir et d'avoir une concertation et de trouver une solution. Et quand les SG ont été chargés de l'expédition des affaires courantes, les sanctions sont venues. D'accord. Juge Ouaha. Moi, je reviens sur une question que vous posez le président. Pour moi, elle est très pertinente. C'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? On a l'impression que vous dites peut-être 2 choses en même temps.
C'est dire, vous étiez en discussion avec l'ancien ministre, mais sur des décisions qui avaient déjà été prises, qui ne vous arrangent pas forcément. L'obligation pour les IPS de se spécialiser. Ça, c'était déjà acté. Maintenant, peut-être que vous discutiez sur le temps qu'on devrait vous donner. C'est bien, on est bien d'accord. Mais je m'explique, parce que je vous ai écouté avec commisération. Si je me trompe, vous allez me dire que je me trompe. Maintenant, deuxièmement, vous dites, d'ailleurs même, cela ne nous arrange pas. Ça devient deux choses différentes. Est-ce que, ça sera ma question, ce n'est pas parce que on est maintenant dans une nouvelle, les ministres et tout ça ont été valsés, ils ne sont plus là. On ne sait pas ce que les arrangements que vous aviez pris, peut-être qu'on recevrait celui que vous incriminez ici, lui aussi il a participé aux discussions. Est-ce que ce n'est pas que maintenant vous vouliez, parce qu'il y a un nouvel ordre, vous voulez tout remettre en cause? Nous avons échangé 8 courriers avec le ministère. Et ces 8 courriers, nous pouvons les mettre à votre disposition. Tout ce que j'ai développé ici sont dans ces courriers-là. Quand nous avons dit qu'il y a une contradiction entre l'arrêté et le décret, nous avons envoyé un courrier pour cela. Quand nous avons dit que l'application se fait de manière rétroactive et ce n'est pas normal, nous avons envoyé un courrier pour cela. Quand nous avons dit que les sanctions ne sont pas appropriées parce que d'abord, le cahier des charges qui prévoit les sanctions, la liste des sanctions est connue. On ne peut pas prendre n'importe quelle sanction. Il faut prendre la sanction dans la liste des sanctions. Et ce n'est pas les sanctions qui ont été prises ne sont pas dans cette liste-là. Donc nous avons échangé 8 courriers avec le ministère depuis le premier courrier que nous avons reçu en octobre, le 19 octobre 2020, jusqu'à la dernière rencontre qui date du 21 janvier 2022. Nous avons échangé 8 courriers pour dénoncer. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous dénonçons la situation. Voilà, donc ça c'est une chose que je voulais dire. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que si nous avons été obligés de prendre l'opinion publique à témoin, c'est qu'il était question de s'asseoir et de discuter sur l'ensemble des points. D'abord sur la contradiction entre les textes. Quelle est l'interprétation qu'il faut avoir? Et si, dorénavant, on aboutissait au fait que c'est l'interprétation du ministère qui est de se cantonner à un seul domaine qui est juste, que l'on voit les conditions pour que nous puissions les appliquer. Voilà, il était question de s'asseoir. Et au lieu de cela, c'est les sanctions. D'accord. Alors, ok, oui, je continue ma série de questions. Parce que vous disiez que ce que vous reprochez, c'est les 2 ans. C'était trop court. Non. Je vais peut-être expliquer un peu plus. D'accord. Non, ce que nous disons, nous avons envoyé un courrier. Et donc, ça peut se vérifier. Et le ministère nous a écrit pour dire à partir de la rentrée prochaine, donc dans une année, vous devez vous conformer. Et nous avons dit, même le cahier des charges dans lequel vous avez ramené à un seul domaine là, donne 2 ans. Même le cahier des charges donne 2 ans. Okay. Et vous dites de le faire dans une année. Ça veut dire que déjà il y a un problème. Okay. Mais même si cette interprétation était juste, parce que pour nous, le cahier des charges même est en contradiction avec le décret. Donc pour nous même, il y a déjà un problème. Mais même si le cahier des charges avait raison, on ne peut pas s'ajuster dans un cours dans ce temps-là. Même les 2 ans, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on s'assoie, qu'on regarde et qu'on lève les obstacles qui nous permettraient de nous ajuster. Mais déjà, a priori, nous ne sommes même pas d'accord avec ce que dit le cahier des charges. On comprend bien. Ça permet aussi à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent d'avoir les meilleures clés de lecture. Maintenant, vous parlez du caractère rétroactif. Parce que ce qui est derrière aussi, il faudrait qu'on comprenne les motivations qui ont été celles défendues par le ministre pour y aller. Je pense que pour résumer, ça veut dire que ceux qui veulent faire plusieurs spécialisations, ce n'est plus possible. Vous vous spécialisez pour ce qui est des IPS. Si vous voulez en faire plusieurs, vous mieux en université. C'est bien cela. Donc, je veux comprendre la question rétroactive. Ça veut dire qu'à partir d'un certain délai, soit vous ne pouvez pas vous mieux en université,
Donc, vous choisissez un seul domaine. C'est ce qui vous est demandé de façon inéluctable. C'est ça. Et vous dites, ce n'est pas possible en un temps, parce qu'on a déjà d'autres filières qu'on a eu à ouvrir. Et moi, je veux comprendre, lorsque vous discutiez, quelles étaient les garanties, ou bien quelle était la souplesse du ministre pour qu'aujourd'hui, vous ayez un droit accusateur sur celui qui est en train de gérer les affaires courantes. On a l'impression que vous aviez obtenu un certain nombre d'éléments, mais lui, il vient ici et maintenant vous mettre le couteau à la gorge. Bon, qu'est-ce que vous aviez obtenu? Ok, ce que nous avions obtenu, il faut dire que devant l'intransigeance du ministère, l'UNEPEL a dû solliciter l'intervention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'époque. Ok. Parce que le dialogue était rompu, le ministère a dit, vous appliquez les textes et après on va évaluer. Et le Premier ministre de l'époque a instruit le ministère de nous recevoir et de discuter. Donc, nous avons été reçus dans une réunion présidée par le directeur de cabinet représentant le ministre. Et nous avons développé les arguments que je viens de donner. Et la réunion a admis que les arguments sont pertinents. Mais la période de transition que nous proposons, qui était de 10 ans pour rembourser les crédits, le ministère a estimé que c'est trop long. Et le ministère s'est proposé de nous revenir sur une période de transition plus courte que le ministère allait proposer. Alors, c'est en attendant que le ministère nous revienne sur cette période de transition plus courte-là que les sanctions ont commencé à tomber. C'est-à-dire que les IPS qui ont voulu faire la publicité, on leur a dit non, vous ne pouvez pas faire la publicité parce que vous êtes dans plusieurs domaines. Alors que le ministère nous a promis de nous revenir sur la période transitoire. Et nous avons écrit pour dire, bon, il y a une contradiction parce que quand vous nous avez reçus, vous avez admis qu'il faut une période transitoire et vous allez nous revenir. Et nous constatons que les sanctions commencent à tomber. Et nous avons reçu un courrier officiel, je dis bien officiel, de M. le SG, qui dit que en attendant que le ministère, en attendant que les réflexions sur la période transitoire aboutissent, il nous invite à appliquer les textes. C'est comme si on vous dit de sauter dans le vide. Vous dites, je ne suis pas prêt, je n'ai pas de parachute. On vous dit, bon, on va vous donner une semaine, ou bien on va vous donner en tout cas un certain nombre de jours pour vous préparer avant de sauter. Mais on revient pour vous dire qu'en attendant qu'on vous donne cette période pour vous préparer là, sautez déjà dans le vide. Vous voyez que c'est compliqué. Docteur Désiré Nakoulman, président de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque, est notre convoqué du jour. Alors dans vos propos, il y a un terme qui revient, la nécessité d'avoir une rencontre pour discuter de tout cela. Et vous l'avez rappelé, il y a eu plus de 8 courriers qui ont été envoyés au ministère. Mais qu'est-ce qui empêche cette rencontre-là avec les autorités? C'est la fêtière qui n'est pas disponible, c'est le SG qui n'est pas disponible. Expliquez-nous pourquoi. Nous avons toujours demandé des audiences. Nous avons été reçus de temps en temps par le ministre. Et comme je le disais, la dernière rencontre, c'était le 21 janvier. Et le ministère nous avait promis qu'on allait se revoir. Donc, et c'était au ministère, en fait, de nous recevoir. Et le ministère allait nous revenir. Mais au lieu de cela, c'est des sanctions que nous avons reçues. Donc depuis l'application des sanctions, il n'y a pas eu de rencontre? Il n'y a pas eu de rencontre. D'accord. Est-ce que vous avez saisi formellement la justice pour cette affaire de sanctions que vous estimez injuste? Et pour le moment, nous espérons que les nouvelles autorités vont nous recevoir et qu'on va s'asseoir à la table de négociation. On va regarder vraiment ce qu'il faut faire pour l'intérêt des IPS et de l'enseignement privé, de l'enseignement supérieur au Burkina. Nous espérons. C'est pour cela que nous n'avons pas encore saisi la justice. D'accord. Alors très souvent, quand il y a des réformes qui sont, je dirais, entreprises au plan national, souvent les textes communautaires le demandent parfois. Est-ce que dans votre cas, et pour ce qui se fait ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans cette dynamique-là, ou bien c'est un choix du Burkina d'aller dans cette direction-là? C'est un choix du Burkina. Parce que si vous lisez le cahier des charges, il est dit que chaque institut doit se spécialiser dans un seul domaine parmi les 8 domaines du RESAO. Le RESAO, c'est le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. C'est une institution de coopération interuniversitaire qui regroupe des universités publiques et des écoles inter-États.
Et nous ne sommes pas membres du RESAO, nous en tant que structure privée, nous ne sommes pas membres du RESAO. Et donc les textes du RESAO normalement ne s'appliquent pas à nous parce que les membres du RESAO sont nominativement connus et n'est pas membre du RESAO qui veut. Nous sommes plutôt soumis au texte du CAMES. Et les diplômes qui sont incriminés sont pour la plupart reconnus par le CAMES. Alors, le ministère dit que le RESAO a regroupé l'ensemble des filières en 8 domaines. Chaque IPS doit se positionner dans un seul domaine. Mais je précise que le RESAO a été créé en 2005 et que plusieurs IPS ont été créés, certaines même ont été créées en 1992, avant la création du RESAO. Le décret qui a été cité date de 2018. Les IPS, plusieurs IPS existaient déjà, décembre 2018. L'arrêté portant cahier des charges date du 7 juillet 2020. Les IPS existaient déjà, avaient déjà l'autorisation du ministère, fonctionnaient déjà. D'accord. Oui, ce que pose comme question le président est très pertinent parce que, vous savez, même sur la question du bac et de son organisation, on a entendu le ministre, dans son argumentaire, invoquer sur le plan communautaire des normes entendues par les pays et discuter sur lesquels ils ont convenu, vers lesquels tout le monde essaie d'y aller parce qu'on est dans un monde qui est globalisé aujourd'hui et donc c'est comme ça fonctionne ailleurs et les pays de la sous-région ont décidé d'y aller. C'est ce qu'il avait expliqué et chacun avait un genre de délai pour y aller. Et la question qu'il pose, c'est est-ce qu'il ne s'agit pas de la même chose? Vous dites que vous parlez du RESAO, ce n'est pas une question d'être membre, c'est dans l'espace communautaire, est-ce que ce n'est pas ce vers quoi tout le monde est en train d'y aller? Je pense que c'est ça la question principale. Et non, le RESAO n'a pas cette fonction-là. Non, je ne parle pas du RESAO. Les États s'engagent sur des plans ensemble. Ça n'a rien à voir avec une association à laquelle on fait D'accord, ok. Oui, effectivement, le CAMES, par exemple, c'est une institution que les États ont créée pour réglementer l'enseignement supérieur. C'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Et donc, nous sommes soumis au texte du CAMES. Et comme je l'ai dit, nos diplômes qui sont incriminés aujourd'hui par le ministère sont reconnus par le CAMES, qui est une structure supranationale. Et pour revenir à cette question de texte communautaire, le RESAO, c'est 7 pays. Les autres pays n'ont pas pris les mêmes décisions pour limiter leur institution privée à un seul domaine. C'est le Burkina seul qui s'y est engagé. Ok. Et quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, l'État accompagne plutôt les institutions privées. L'État affecte à peu près 20 000 étudiants dans le secteur privé. Mais au Burkina, nous sommes dans une logique de sanctions, de limitation. Et nous estimons que ce n'est pas juste parce que même quand on prend le décret que le ministère invoque, portant réglementation de l'enseignement supérieur, le décret dit que les institutions sont publiques ou privées. Au Burkina, nous avons l'IUT, l'Institut universitaire de technologie de Bobo-Dioulasso, qui est un institut public qui est concerné par le même décret. Et l'IUT a plusieurs domaines de formation. Mais le ministère n'a pas pris de sanctions, n'a pas demandé à l'IUT de supprimer des domaines et de s'en tenir à un seul. Les dirigeants même de l'IUT sont étonnés qu'on veuille nous appliquer cela. Parce que le décret les concerne normalement, mais personne ne trouve anormal que les domaines qui existent déjà continuent de fonctionner. Et vous estimez qu'il y a du 2 poids 2 mesures? Effectivement, il y a du 2 poids 2 mesures. Okay. Et quand on regarde aussi dans notre paysage, il y a beaucoup d'instituts qui ont commencé à se buter en université. Est-ce que tout le monde est solidaire? En fait, beaucoup d'instituts qui sont aujourd'hui sous forme d'instituts ou de grandes écoles souhaitent se muer en université. Mais, comme je l'ai dit, il y a des conditions. Il faut faire des investissements et il faut prendre des crédits bancaires et tout le monde n'est pas prêt. Et il faut permettre à chacun d'aller à son rythme. Mais quand on prend un texte, on dit à partir, vous avez 1 an pour muer en université. Vous ne pouvez pas aller vous imposer à une banque des délais pour avoir le crédit. Et même si vous avez le crédit aujourd'hui, vous voulez construire un amphithéâtre, ce n'est pas en 3 mois que vous allez le faire.
pour recruter le personnel, cela nécessite un certain temps. Donc, beaucoup d'instituts veulent aller à l'université, mais il faut qu'on regarde vraiment les conditions. Mais est-ce que tout cela ne part pas d'un constat? Parce qu'on sait que le ministère, en la matière, chaque année, il y a, au regard du cahier des charges, il y a des suivis contrôles sur le plan administratif, sur le plan pédagogique et tout. Est-ce que ce n'est pas tirer leçon d'un certain nombre d'éléments qui ont été remarqués, qu'il faut que, à un moment donné, ils ont été fondés de se dire qu'il faut qu'on organise un peu plus les choses. Ceux qui se sentent le dos assez large pour avoir plusieurs spécialisations en leur sein, qu'ils passent le cap pour être des universités, parce qu'on sait aussi dans certains pays, vous citez la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana à côté et tout, vous voyez des universités qui n'ont rien à envier, qui sont privées, qui n'ont rien à envier à des universités publiques. Quand vous regardez le curricula, vous regardez de façon pédagogique comment c'est accompagné, l'organisation administrative, c'est même plus coûteux d'y aller que d'aller dans le public, et encore que il y a beaucoup de nationaux qui n'ont même plus envie d'envoyer leurs enfants au Canada ou quoi que ce soit, parce que les mêmes enseignants, on vient les trouver là sur place et dans un cadre d'apprentissage qui n'a rien à envier à une autre école. Le Burkina aussi a aspiration à avoir ce type d'université là chez nous. Donc si on a des entrepreneurs dans ce domaine, il faudrait qu'à un moment donné, de façon qualitative, on aille vers l'avant. Est-ce que ce n'est pas cette dynamique-là? Parce que quand vous dites rétroaction et tout, rétroactivité et tout, vous voulez qu'il y ait peut-être ceux à qui ça va s'appliquer à partir d'un temps T et ça va continuer, et qu'il y ait des IPES qui continuent de fonctionner comme dans l'ancien temps. Est-ce que ça, ce n'est même pas là du 2 poids 2 mesures? Est-ce que là, on ne sera pas dans une disparité? Est-ce qu'à la fin, on pourra avoir le type d'université que nous regardons ailleurs et que nous envions? Bon, déjà, il faut clarifier deux choses. L'université, c'est un concept. L'école d'ingénieur, c'est un concept. L'école de commerce, c'est un concept. Et il y a des IPS qui se sont positionnés comme école d'ingénieurs qui ne veulent pas aller à une université parce que c'est une autre formation. Il y en a qui se sont positionnés en école de commerce qui ne veulent pas forcément aller à l'université parce que c'est un autre concept. Et on ne peut pas obliger tout le monde à aller à l'université. Ça déjà, il faut le remarquer. Maintenant, pour revenir aux exemples que vous donnez, l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est parce que justement, ces institutions privées-là sont accompagnées par leur État qu'ils arrivent à passer le cap donc de se transformer en université. Ici aussi, si l'État accompagne les institutions privées, vous verrez que beaucoup vont passer. De quel type d'accompagnement vous parlez? Voilà. Pour être plus précis et concret. Voilà, ok. Je reviens donc sur l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je disais que l'État affecte environ 20 000 étudiants dans les IPS. C'est un appui. C'est ça. Au niveau des textes, on ne fonctionne pas en termes de sanctions, on fonctionne en termes d'accompagnement, en termes de conseil, en termes d'appui. Mais quand on prend un texte pour interdire, par exemple, aux enseignants des universités publiques d'occuper des fonctions dans les institutions privées, alors que les professeurs agrégés, les professeurs titulaires sont dans le public, ça veut dire qu'on limite la progression des IPS. Nous avons posé le problème au ministre qui nous a dit en plaisantant de prendre des retraités. Mais pour nous, c'est quand même symbolique. Est-ce qu'une entreprise dynamique peut fonctionner uniquement avec des retraités? Il faut qu'on permette aux institutions privées aussi d'avoir accès aux ressources humaines du Burkina Faso et de progresser. L'État a pris un texte, par exemple, qui interdit la collaboration entre les institutions privées. C'est-à-dire que si un institut a un laboratoire et vous avez un autre institut qui n'a pas de laboratoire, ce qui se passait, c'est que les deux pouvaient signer une convention, parce que le laboratoire, en réalité, on ne l'utilise pas tous les jours. Et c'est programmé, il y a un certain nombre d'heures par jour. Et ça coûte très cher de construire un laboratoire. Et l'entretien aussi coûte cher. Et ce que les institutions privées faisaient, c'était de faire cette collaboration-là, de sorte que le deuxième qui n'a pas encore son laboratoire vienne louer les équipements de l'autre, fait ses travaux pratiques là-bas. Ça donne aussi des ressources à l'institution qui a investi pour entretenir. Le ministère a pris un texte pour interdire cela. Bon, vous voyez que tout ça, ce n'est pas de l'accompagnement.
Il faut qu'on aille dans une logique d'accompagnement et vous verrez que tout le monde va avancer. Je reprécise ma question parce que les accompagnements même dont vous parlez, moi, je suis désolé, mais je suis pas trop à l'aise avec. C'est ça. Je suis pas trop à l'aise avec, je le dis, parce que moi, quand j'ai pris les cas du Ghana et de la Côte d'Ivoire, c'est pas des. Quand vous regardez ces universités-là, c'est pas du genre à aller squatter les laboratoires d'autres. Quand vous regardez, c'est des moyens, c'est pas du jeu. Parce que dans ce type d'entrepreneuriat, il y a de l'argent que vous faaites. C'est ça. Ça, il ne faudrait pas qu'on se lève. Vous ne voulez pas pour nos beaux yeux. Nous, on est parents d'élèves, des fois comme on casque pour y aller. Donc, c'est un domaine d'entrepreneuriat. Et quelquefois, il faut demander de l'excellence pour ce qui le concerne. Quand vous parliez, par exemple, aussi du monde enseignant, vous passez dans nos universités, vous voyez les professeurs, vous voyez le nombre pléthorique d'étudiants qui n'arrivent même pas à encadrer parce que vous faites le ratio étudiant-professeur. Vous êtes perdu. Si à ça, il faut aller encore dans le privé, c'est que vous n'êtes pas franc avec la réalité de notre système éducatif. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs? Est-ce que la solution n'est pas d'aller chercher ailleurs? Et qu'il y ait vraiment les moyens qui soient mis. Maintenant, vous pouvez peut-être me parler de la question d'accompagnement pour ce qui est de faciliter d'octroi d'accession à des crédits. Ça, par exemple, c'est des choses voilà, que moi, je peux comprendre. Mais donc, permettre à celui-ci de squatter les comment on appelle ça, là, les aptitudes matérielles de l'autre, laboratoire et tout. Bon, je pense que c'est pas comme ça qu'on va passer à un autre cap dans nos universités. Non, c'est qu'il y ait des entrepreneurs qui soient vraiment prêts, qu'il y ait un vrai plan, parce que c'est un business. D'accord. Je vais revenir sur 2 ou 3 aspects par rapport à votre intervention. Et quand je parle d'accompagnement, vous savez que le ministère a pris un texte, par exemple, qui limite le nombre de filières que vous pouvez ouvrir à 5. Okay. Ça veut dire que même si vous avez 100 milliards et vous voulez investir, vous ne pouvez que vous limiter aux 5 là. Nous avons discuté de cette question. Nous avons dit, nous faisons des études de marché. Et l'étude de marché peut montrer que pour que votre affaire soit rentable, il vous faut ouvrir 10. Mais si on prend un texte qui dit que vous n'avez droit qu'à 5, d'ailleurs c'était 3. Et c'est suite à l'intervention de l'UNEPEL que ça a été amené à 5. Bon, ça veut dire que déjà on est limité. Quand vous prenez le cas du Ghana, ces instituts, ces grandes universités aujourd'hui, comment elles ont commencé? Elles n'ont pas commencé grandes. Il y en a qui ont commencé petits et parce qu'on les a accompagnés, sont devenus grands. Et quand vous parlez de squatter, en fait, toute entreprise commence, mais a l'ambition de grandir. Si dès le départ, vous faites des investissements de plusieurs milliards, alors que vous n'avez pas d'étudiants, vous ne pouvez même pas rembourser la banque. C'est pour cela que, dans un premier temps, vous allez commencer par chercher la collaboration et au fur et à mesure, vous-même, vous achetez vos propres équipements et vous devenez autonome. C'est ça, c'est comme ça que fonctionne l'entreprise. Et même l'université Norbert Zongo, qui est une université publique, utilisait les équipements du lycée professionnel Maurice Yambego de Koudougou. Bon, maintenant, ils se sont affranchis, mais c'est au fur et à mesure. C'est ça l'accompagnement. D'accord. Alors, docteur Nakoulman, vous avez parlé tantôt des sanctions qui ont commencé à tomber, mais vous n'avez pas manqué de rappeler aussi ce que l'État vous doit en termes de dettes concernant les élèves et étudiants affectés dans vos institutions. Finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est aussi une façon de dire à l'État qu'on tient un levier sur lequel on peut vous faire mal? Qu'est-ce que les étudiants affectés doivent craindre avec cette crise qui s'annonce, si on peut dire ça comme ça? Je profite de cette question pour lancer un appel à nos membres de ne prendre aucune décision qui puisse nuire aux intérêts des étudiants, que ce soit les étudiants affectés par l'État ou nos étudiants de façon générale. Ce n'est pas un levier sur lequel nous agissons. Chaque année, nous discutons avec l'État. Il y a eu un moment où l'État nous devait 11 milliards. On a discuté, l'État a essayé de faire des efforts. Aujourd'hui, nous sommes à 2,5 milliards. Donc, nous allons poursuivre les discussions. Si nous devions prendre des mesures contre les élèves et les étudiants, c'est au moment où nous devions 11 milliards qu'on allait le faire. Mais on ne l'a pas fait. Donc, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Alors, oui, la réalité, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs choses qui s'enchevêtrent. Maintenant, les conseils scientifiques de ces IPS-là, je pense que c'est présidé par des professeurs d'université. C'est d'ailleurs les conditions, il faut que ce soit présidé par un professeur titulaire. Est-ce que ça aussi c'est touché par la mesure
Autrement dit, vous devez aller chercher d'autres nationalités capées pour venir, comment on appelle ça, s'en charger. Bon, ce point-là n'est pas très très clair. Et là aussi, effectivement, le ministère a promis de nous revenir. Parce que, en principe, le texte dit des fonctions administratives. Et donc, c'est recteur, vice-recteur, etc. Et le président du conseil scientifique, pour nous, en principe, ce n'est pas concerné. Mais comme ce n'est pas clair, nous avons posé la question. Même là, ce n'est pas clair. Même là, ce n'est pas clair. Alors, et par rapport à la collaboration, si je comprends, il est désormais interdit pour vous de faire appel à un enseignant du public, même si c'est lui qui vient offrir son temps. Ce n'est pas interdit, mais c'est tout comme. Parce qu'il faut que l'enseignant en question démissionne du public, que sa carrière soit arrêtée, que son salaire soit arrêté et que ce soit nous qui prenions en charge son salaire. Or, vous imaginez qu'aucun enseignant du public ne va accepter cela. Donc il n'y a plus de vacataires désormais? Non. Et les vacataires, eux, ils doivent avoir l'autorisation de leur université d'origine. Il y a deux choses. Il y a la vacation, c'est-à-dire l'enseignement, et il y a le fait d'occuper une fonction. Okay. D'être, par exemple, directeur académique, voilà, président, etc. Pour ce qui est d'occuper une fonction, le ministère dit qu'il faut que on abandonne carrément le public et qu'on s'engage pleinement pour le privé. Et c'est le privé qui prend en charge votre salaire. Mais si c'est l'enseignement, il n'y a pas de problème. Mais non, si c'est l'enseignement, vous devez avoir l'autorisation de votre président d'université. Mais bon, ça se fait normalement, non? Même au niveau... Je pense que ça... Bon, disons que nous ne sommes pas contre. Mais il se trouve que plusieurs universités n'ont pas mis en place le système de délivrance de cette autorisation-là. Plusieurs universités publiques ne l'ont pas mis. Voilà, ne l'ont pas. Si bien que les enseignants qui veulent intervenir veulent bien avoir l'autorisation, mais il n'y a pas encore de procédure pour obtenir cette autorisation. Donc ça pose quand même un problème aussi. D'accord. Messieurs les juges, vous avez chacun une question ou une observation avant qu'on ne referme les portes de cette convocation. Juge Va. Oui, bon, quand j'écoute, c'est clair qu'il y a beaucoup de... Il y a des préoccupations qui sont les leurs, qui sont légitimes, parce que tous les changements, c'est vrai, ça se fait dans la douleur, mais c'est à celui à qui c'est imposé que les sacrifices sont demandés. Et là, c'est eux qui ont la pleine mesure du sacrifice, qu'il soit gros, grand ou insupportable. Et c'est vraiment, je pense que c'est dans cette dynamique qu'ils essaient de discuter. Mais moi aussi, je dis qu'il ne faut pas occulter aussi une réalité, c'est qu'on envie des universités privées ailleurs et on veut les voir ici. C'est pas logique s'il y a des pays qui soient dans certaines réalités qui ont pensé leur système éducatif à arriver à un moment où ceux qui ont les moyens hésitent même à envoyer leurs enfants à l'extérieur parce qu'ils trouvent cela chez eux. J'ai dit c'est un domaine d'entrepreneuriat, donc c'est du business. On veut aussi qu'il y ait des gens qui entrent dedans et qui nous emmènent vers cela. Mais ça demande forcément une certaine rigueur aussi dans l'organisation. Peut-être que c'est une question de dynamique voulue, c'est une question de direction qui est donnée. Maintenant, je suis d'accord qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, il faut être dans la procédure un peu plus flexible. Peut-être qu'avec des accompagnements, mais pour moi, c'est pas permettre plutôt d'alléger les conditions pour qu'on continue de rester dans ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, mais plutôt qu'on puisse les accompagner parce que tout est argent. Qu'ils aient un meilleur accès pour des investissements plus intéressants, pour qu'on en arrive à passer des caps. Pour moi, c'est ça qui est très important. Sinon, si c'est pour des arrangements, vous savez, à un certain moment donné, quand on allait à l'école pour les tout petits, quand on dit une école, ça veut dire qu'il y a une aire de jeu, vous jouez au ballon, c'est dans l'école que vous jouez au ballon. Aujourd'hui, on a des écoles où, quand vous les voyez en train de traverser le quartier, on dit où ils vont. On dit qu'ils vont faire du sport. Ça veut dire que là où ils fréquentent, il n'y a pas de... Nous, on ne connaissait pas ça. On va dire que bon, c'est la question de la pression et tout, mais il y en a qui ont toujours leurs airs, qui sont bien grands et tout. Donc je dis c'est un domaine d'investissement. Il faudrait aussi qu'on accepte de passer un cap à un moment donné. D'accord. Juste Bouma. Alors je fais partie de ceux qui pensent que il y a de l'ordre à mettre dans le système éducatif burkinabé à tous les niveaux, à commencer par le préscolaire jusqu'au niveau supérieur, surtout dans le privé, où c'est devenu beaucoup plus le business qui coule à flot. Donc la qualité de l'enseignement a pris un coup, la qualité de certains diplômes également
a pris un coup. Donc il y a un travail d'ordre et d'assainissement à faire. Je fais partie aussi de ceux qui rêvent d'avoir des universités privées burkinabées qui font venir des nationalités étrangères, comme Geoffroy l'a dit, et ce qui va faire également briller l'étoile du Burkina. Ça, on est d'accord là-dessus. Il y a des réformes à faire, mais il faut être réaliste parce que c'est aussi un domaine d'entrepreneuriat. Quand on dit entreprise, elle est soumise aux mêmes obligations fiscales et tout. Il y a un personnel qui est là. Donc, quand on est aussi dans une phase transitoire, c'est de permettre que l'entreprise puisse tenir compte du social dans les nouvelles réformes. Ça, c'est un élément également très important. Mais je pense que l'ensemble des acteurs parlent le même langage. C'est améliorer l'offre éducative. Et comme c'est pour améliorer l'offre, on doit pouvoir se comprendre sans trop tirer parce qu'à la fin, il y a un enseignement de qualité qu'on cherche. Et ça, les acteurs sont très bien payés pour le savoir. Les autres universités, tantôt, ceux qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants de l'autre côté de la mer, c'est le Ghana, c'est le Sénégal. Pourquoi ? Donc il faut également qu'on se pose des questions, qu'on mette les moyens pour être à leur dimension. Merci, messieurs les juges. C'est justement ça qui va mettre un point final à la présente convocation. Nous allons dire merci à Dr Désiré Nakoulman. Vous êtes le président de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque au Burkina Faso. Merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Nous avons eu votre lecture du décret portant organisation de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Nous allons tenter aussi d'avoir la lecture du ministère et de ce qui a été pris comme réforme en tout cas pour encadrer ce secteur-là. Une fois de plus, merci d'être passé. Nous allons également dire merci aux téléspectateurs, auditeurs du média leader TWI TV Watt FM. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité.